J'étais une curiosité. Quand je plaidais à Bonandio, vous avez des élèves qui sortaient de Jos un peu partout pour venir voir ce petit bout de femme. C'était un spectacle. Voilà. Tout le monde venait me voir plaider. Et c'était en votre faveur? Ah oui. Vous pensez que votre statut de femme avait une certaine influence sur le... Disons que je ne pensais pas du tout au genre. Sur le Quand juge. je plaide pour être un bon avocat. Je plaide pour que tous ceux qui sont là se disent, elle plaide bien. Elle défend bien ses clients. Et qu'ils oublient de quel genre je suis, de quel sexe et de quelle race. Et je voulais ça. Et c'est ça que j'ai réussi. Est-ce qu'il ne vous arrivait pas de faire face au machisme, entre guillemets, d'un Non, pas du tout. procureur Franchement, ou d'un juge? je dois avouer que non, parce que je ne leur laissais pas le temps. Parce que je l'occasion de les faire. hypnotisais presque. Parce qu'eux-mêmes voulaient savoir ce que j'avais là-dedans. Voulaient voir qui j'étais. Et j'arrivais à les séduire. Par ma façon de travailler, par ma façon de plaire. Parce que vous savez, à l'époque, quelqu'un m'a dit, là-dedans, que quand on est une personne intelligente, quand les femmes qui sont dans ce métier sont pas féminines, Oui. elles négligent, elles sont masculines, elles n'ont pas de féminité. Alors je savais tout ça et j'ai Vous pris tout preniez ça. soin de démontrer le contraire. De démontrer le contraire de toutes les manières possibles. Et on peut dire que vous avez gardé ça, parce que ben malgré voilà. toutes les Voilà. expériences que vous avez, vous continuez à garder quand même beaucoup de féminité. Exactement. Et d'africanité. Et d'africanité, ouais. Cela se voit d'ailleurs. Maître Alice Combes, nous aurons deux grandes rubriques dans ce programme. La première, c'est la rubrique rédacteur en ligne, où nous recevrons un directeur de publication ou un journaliste, n'est-ce pas, pour partager avec nous quelques faits d'actualité qui auront marqué la semaine écoulée ou la semaine ou qui marqueraient la semaine à venir. Et ce jour, nous recevrons, pour le cas d'espèce, M. Guy Hervé Fongan, qui est le directeur de publication du journal Politics Hebdo. Et nous aurons également une seconde rubrique, ce sera l'invité de l'ombre. Un invité de l'ombre, c'est un moment pour donner la parole à d'autres acteurs. Et vous avez accepté, n'est-ce pas, que nous ayons un invité dans l'ombre qui nous suit et qui nous regarde et que nous allons tous découvrir le moment venu, avec votre permission. C'est un petit secret dans cette émission. Nous découvrirons qui est l'invité de l'ombre dans le courant de ce programme. Mais revenons, Maître Alice Combes, sur votre carrière d'avocate. Alors non seulement vous prenez très rapidement la main comme avocat au Cameroun, première femme, avec toute la séduction que vous avez, vous vous faites remarquer. Mais ce qui vous fait remarquer davantage, ce sont vos goûts, j'allais dire, dans la défense. Vous semblez être intéressé aux causes perdues, notamment aux minorités. Alors parlez-nous un peu de votre engagement dans la défense des droits de l'homme, parce que c'est un créneau que vous choisissez très rapidement. Comment ça commence, votre intérêt pour le droit de l'homme? Il faut dire que ça correspond à ma nature, pour celui qui me connaît. Je déteste la souffrance, que ce soit moi qui l'éprouve ou d'autres. Je déteste voir souffrir les gens. Ma vocation, c'est d'apporter le sourire, la joie de vivre aux gens, pas l'inverse. Et je déteste l'injustice, même toute petite, même à la maison. J'aime bien, j'étais sur les 11 enfants de ma maman, j'étais le bout en train, j'étais celle qui apportait toujours la bonne humeur autour de tout et qui rassemblait tout le monde. C'est une nature, je ne peux pas m'en vanter particulièrement, mais il se trouve que je pense que c'est une bonne nature. Oui. Ça me permet d'être rapidement en contact avec la souffrance des autres. Tiens, ça me rappelle la médecine. Voilà. Et d'avoir envie de la soulager la personne. Et donc... Est-ce qu'il y a quelques faits qui vous poussent à embrasser la défense des droits humains, des droits de l'homme? Il y a des situations particulières qui vous y amènent? D'abord, il y a cet élan naturel dont je parle. Et donc, quand vous assistez aux audiences correctionnelles, c'est-à-dire les audiences où la dignité humaine a 99% de chances d'être bafouée, où vous voyez la tristesse qui se dessine sur les visages des prisonniers qu'on amène comme un troupeau au palais de justice. Il y en a qui sont menottés des pieds, des mains, etc. Vous savez, c'est des spectacles qui, personnellement, ne m'ont pas laissé indifférente. Je rentrais toujours. Et là, c'est le cœur de la femme, le cœur de la maman, le cœur de la créature qui parle. De Dieu, que je suis. Comme vous, on est des créatures de quelqu'un
C'est l'humanité en vous. L'humanité que je porte en moi, Oui. et de manière tout à fait vivante et agissante. Moi, je ne suis pas pour une humanité qui se dit, bon, ben, c'est bien, non, non, non. Quand je dois, je fais. Et en tant qu'avocat, je dois. Lorsqu'on me sollicite, ou lorsque je peux avoir mon mot à dire sur quelque chose, je dois le dire si ça peut aider à éclairer même le juge, pour qu'il rende une décision juste, pour qu'il rende une bonne justice. Parce que nous y avons tous intérêt. La société ne peut pas se permettre d'avoir une justice qui n'est ni juste, ni équitable, ni humaine. Il faut un sens humain dans le rendu de notre justice. Et je me suis donc donné comme devoir d'apporter cette touche humaine, humanitaire au procès pour apporter un peu de soulagement aux personnes qui risquaient, du fait des arrestations qu'on avait opérées, qui risquaient leur vie, qui risquaient leur dignité, qui risquaient leur patrimoine, qui risquaient leur liberté. Ce sont des choses fondamentales pour un être humain. Et donc j'ai décidé que j'allais me pencher particulièrement sur cet aspect de mon travail. J'aurais pu choisir de faire du droit commercial au cabinet, de ne recevoir que les directeurs de société, regarder les contrats. Non, moi j'ai besoin vraiment du contact humain. Il y a d'ailleurs beaucoup d'argent dans ce domaine, paraît-il. Les droits de société. Oui, les droits commerciaux. Oui, c'est là-bas qu'il y a le plus d'argent. Ouais. Il n'y a pas d'argent dans ce que je fais, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Voilà. Maître Alice, nous marquons notre première pause avec la permission de la régie pour retrouver la toute première rubrique rédacteur en ligne. Sur cette plateforme, Guy Hervé Fongan, le directeur de publication du journal Politics Hebdo. Guy Hervé Fongan est en ligne. Allô, Guy Hervé, bonjour et bienvenue. Bonsoir et merci. Bonsoir et merci pour l'honneur de la question. Guy Hervé Fongan, vous êtes le directeur de publication de Politics Hebdo. On parlera avec vous de l'information sur laquelle, ou les informations sur lesquelles vous êtes penché aujourd'hui dans votre rédaction. Est-ce qu'on peut savoir ce qui préoccupe votre rédaction à l'heure qu'il est? Vous avez la une, la dernière édition devant vous, et notre triptyque éclairé, informé et conscientisé. Et la récente édition qui est penchée sur l'interdiction de l'UPC qui a eu le 13 juillet 1955. Donc ça faisait exactement 56 ans il y a quelques jours. Et c'est dit que c'était important pour un parti historique comme le politique, que nous aussi, comme le journal de renseignement politique, que nous revenions sur ce sujet. L'importance capitale pour contribuer à construire la masse critique et permettre aux citoyens de prendre leurs responsabilités. Donc c'était le dossier principal de la rédaction. Le dossier principal, et à côté de ça, vous avez effectivement d'autres sujets que vous avez dû parcourir entre temps. Mais comme vous le savez, on n'est pas en droit de la qualité, on est très sensible à ce qui se passe au Cameroun et en dehors, qui touche finalement le quotidien des Camerounais d'ici de la diaspora. Guy Hervé Fongan, nous sommes à moins quelques jours d'une manifestation annoncée en Suisse, à Genève. C'est un mouvement, la BASS, entendez, brigade, ce mouvement, la BASS, est en train de préparer une grosse manifestation contre le séjour du chef de l'État, Paul Biya, en Suisse. Est-ce que vous pouvez nous dire si votre rédaction est également préoccupée par cette information et dites-nous ce que vous savez de ce mouvement annoncé. Alors, moi je vais faire une révélation exclusive parce que pour la semaine prochaine, on ne peut pas aller sur cette manifestation là parce que nous avons nous sommes en relation avec quelques acteurs qui ont obligé les Camerounais de la diaspora. Donc la semaine prochaine, on réserve à nos acteurs
un très grand dossier sur le sujet. C'est une nécessité que je vais regarder pour vous. On lira tout. On va envoyer quelques noms listes sur cette grosse manifestation qui préoccupe toute la presse et tout le monde entier. Quand on dit il s'agit quand même d'une des plus grosses manifestations qu'on ait observées du côté de la Suisse. C'est un pays comme les libertés. Et je ne savais pas expliquer en vous disant que au dernier nouvelle, la manifestation a été interdite par la communauté LGBT. Mais il semble que les compatriotes sur l'autre côté sont décidés à exprimer leur ras-le-bol, à dire leurs aspirations, parce que quand on dit l'accumulation de frustration et des carburants de la révolte, et une des premières, parce que, vous savez, les gens ont l'impression qu'ils ont fait vraiment quelque chose et qu'ils n'écoutent pas. Il semble qu'ils ont étudié plusieurs voies de recours, et une des premières réponses que le régime en place aurait pu apporter face à ce qui se passe, c'était de commencer par leur accorder la double nationalité. Une promesse que le président leur a fait il y a quelques années, ça a été en euros. Il y a une commission diaspora qui a été mobilisée, qui était présidente du Grand Dialogue national, avait été à l'ordre du jour pendant les débats. On est surpris que plusieurs années après, cette doléance de la diaspora n'a pas été prise en compte. On fait partie des frustrations que ces gens accumulent et qui estiment que manifestement les droits de recours ont été évolués, qui doivent utiliser un autre moyen pour se faire écouter et pour se faire entendre par le gens. On peut, évidemment, je suis d'accord avec vous. Parmi cette manière de faire et d'agir, je trouve qu'il y a quelques dérapages. Justement, l'engagé du genre, le chef de l'État sera capturé, voilà, pour le dévaloriser. Ce type de glissement de langage sont de nature à dénaturer la qualité de la revendication. Mais quand on dit, il y a des choses qui sont réclamées par ces compatriotes, qui sont légitimes et qui sont fondées. Par exemple, qu'ils vont marcher pour s'insurger contre la guerre dans le Nozo. Je traite un secret en disant qu'il y a quelques mois, les SIS, c'est la même démarche à Douala Aqua, et ils ont été dispersés par les forces de l'ordre. Beaucoup de partis politiques ont tenté d'initier des démarches dans ce sens-là. Donc la diaspora ne va que jouer en voulant se mobiliser. Mais sauf on peut juste déplorer les dérapages observés dans les prises de parole les uns des autres. C'est justement l'engagé qu'on observe sont de nature à dénaturer et à délégitimer tout le bien fondé de cette démarche qui, pour moi, n'est pas contre nature, parce qu'on dise marcher, on ne viole aucune loi en marchant, on ne viole on n'est pas, on dit en tueur sans comment. Vous n'avez pas oublié Guy avait des gilets de l'enfant. On marchait n'a pas un tout. On ne viole pas une loi en marchant. Voilà. Guy avait Fongan, parlant de cette interdiction, il faut dire qu'il y a il y a une guerre d'information dans les réseaux sociaux. Nous avons également reçu cette information de l'interdiction de cette manifestation, mais il y a une autre information qui revient, et cette fois-là qui provient des éléments de cette brigade anti-Sardina, qui font état de ce que la marche ou la manifestation aura bel et bien lieu et qu'elle n'a pas été interdite. Eh bien, on comprend bien qu'il y a une véritable guerre d'information entre les différentes parties, c'est-à-dire les partis pro-séjour, pour ainsi dire, du chef de l'État à Genève, et puis les partis contre. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire à quoi est-ce que, selon vous, selon vos perceptions, on peut s'attendre demain, samedi, à Genève? C'est une bonne guerre. Cette guerre d'information est tout à fait légitime. Dans les sciences de l'information de la communication, il est pensé que le message sur les médiums. C'est-à-dire que le message n'a de valeur et de portée qu'en fonction de celui-là qui délivre le message. Selon que du côté de la base, ou bien du côté de la communauté helvétique, eh bien, on va délivrer un message qui va dans son intérêt. Mais je
j'ai pas l'impression que c'est la base qui a qualité pour nous dire que la marche est autorisée ou pas. On voit la plus autorisée, tout au fond sur le sujet. Si la marche est interdite ou autorisée, la base n'est pas la voie la plus autorisée. Vous pouvez dire que la communauté helvétique a des canaux de communication clairs, connus de tous. Donc, si elle prend la parole pour se réagir sur le sujet, eh bien, elle va utiliser les canaux classiques. Donc, de manière orthodoxe, la base n'a pas de qualité pour dire si la marche est autorisée ou pas. Il y a les canaux classiques, les canaux institutionnels. Si la communauté helvétique veut réagir sur le sujet, eh bien, elle va les utiliser pour expliquer à la communauté internationale si oui ou non cette marche elle est autorisée. Et donc, il nous reste quelques heures, on a quelques heures pour être renseigné sur le sujet. Donc, d'ici, dans les heures qui arrivent, chacun se fera sa propre religion sur le sujet. Merci beaucoup, Guy Hervé Fonga. On va sortir avec ce titre à la une de votre toute récente parution. Droits de l'homme, Madame Tchinkou Djomani Clémence, épouse Touye, incarcérée pendant 30 jours pour avoir rendu visite à un ex-prisonnier politique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet article? On peut retenir que Maître Salif Conté sur votre plateau maîtrise ces problématiques mieux que vous et moi, et que je suis de ceux qui pensent qu'on est vraiment dans notre pays, on a atteint la forme la plus achevée de non-droit. C'est-à-dire que le Cameroun, c'est un paradis dans ses textes et un enfer dans ses applications. Il n'existe aucune réglementation, aucune loi dans le code pénal qui puisse dire qu'on puisse désigner quelqu'un 30 jours pour seulement passer à une ex-prisonnier politique. Et cette situation est faite parce que quand vous les changez, on vous dit que vous êtes au Cameroun et le Cameroun c'est le Cameroun. Et donc on peut faire de vous finalement ce qu'on veut. Donc cet état de non-droit qui semble être légitimé, banalisé par les populations fait partie du quotidien de beaucoup de Camerounais, de beaucoup de personnes qui ont le malheur de ramer à contre-courant et de dire les choses qu'ils pensent et d'appeler à l'alternance et de s'insurger contre la mauvaise gestion du pays et d'appeler de tous leurs vœux à l'amélioration de la qualité de vie des populations. Ne vous travaillez pas un secret en disant que vous avez des compatriotes qui ont été interpellés à domicile, chez eux, alors qu'ils étaient avec femmes et enfants. Ils ont été déportés depuis, pour tous les exemples les plus récents, je crois, les plus récents et les plus visibles. Il peut parler du MRC et de la... Guy Hervé. Je veux dire que c'est banal. On peut citer également le cas de Amadou Bramouché, dont le procès a été renvoyé plusieurs fois, qui n'a jamais été exécuté. Ça fait partie du quotidien de notre justice. Fonga, dans ce cas précis, qu'est-ce qui s'est-il passé? Madame Tchinkou Djomani Clémence, dites-vous, dans votre journal, a été incarcérée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances de son incarcération? Puisque est à la une de votre journal. C'est un passeport qui vit dans la diaspora, qui est arrivé au Cameroun, qui a rendu visite à un ami, à son grand frère, qui avait été incarcéré en septembre dernier qui a passé 9 mois en prison aux côtés des militants du MRC. Donc il est sur 9 mois de prison, son grand frère, un ami à son grand frère qui est décidé. Donc pendant un séjour au Cameroun, elle est allée lui rendre visite. Et comme il y a une suspicion généralisée autour des compatriotes de la diaspora, il y en a qui ont soutenu qu'elle est partisan qui finance et qui encourage le mouvement de contestation. Donc elle a été filée et traquée, et c'est pour ça que elle est vraiment retrouvée dans les viols. Parce que dans la diaspora, elle avait déjà été étiquetée comme beaucoup de compatriotes de la diaspora. Et il y a beaucoup de... Vous êtes, voilà, vous savez, beaucoup de gérants de qui, comme elles, ont été indexés, étiquetés, parce qu'on les soutenait de financer et toute revendication, etc. C'est comme ça qu'elle a été interpellée, et elle s'est retrouvée dans les viols.
Et la famille a dû se payer en cap pour qu'elle puisse retrouver sa liberté. Et maintenant, elle a eu l'affaire de sa vie. Son seul crime, c'est d'avoir rendu avec prisonnier politique qui est sorti après d'avoir de prison, était soupçonné d'être parmi les compatriotes de la Sourate qui alimentent et qui soutiennent et encouragent les mouvements de contestation. Merci Guy Hervé Fongan, merci pour votre disponibilité à cette toute première édition de la rubrique rédacteur en ligne dans ce programme de Premier Guest. Merci. On va se séparer de vous pour retrouver notre invité, Maître Alice Combes. Cette actualité, justement. Merci, donc on va conduire à cette première. Merci bien. On se tourne vers vous, Maître Alice Combes. Cette actualité brûlante, hein, le chef de l'État est en visite privée, on va le dire, en Suisse, qui est un pays ami. Et tout de suite, ses compatriotes, autour d'un mouvement appelé Brigade Anti-Sardina, décident d'organiser une manifestation contre le séjour du chef de l'État dans ce pays. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, et cette fois, la mobilisation semble très forte. Quelle est la perception, quel est votre regard sur cette situation? Je suis très attristée que mon président de la République du Cameroun, en 2021, soit l'objet de tant de violence, de tant de rejet de la part de ses propres populations de la diaspora. Parce que qu'on le veuille ou non, cela démontre que lorsqu'il dira demain qu'il est le représentant des Camerounais, qu'on les aime. Souvenez-vous de ce qu'il a dit au président Hollande. Il n'est pas président qui veut, mais qui peut. Comment est-ce qu'il va pouvoir justifier qu'on l'ait voté à tant de pourcents, puisque le désamour s'exprime par ce genre de manifestation contre le président de la République du Cameroun? Pour moi, je suis vraiment peinée, parce que j'aime bien le président Biya. Moi, j'étais plutôt en 1982, quand il a été présenté par le président Ahidjo comme étant notre nouveau président, je ne peux pas vous dire l'enthousiasme que ça a soulevé. Et quand il y avait la foule autour de lui, c'était une foule qui le portait dans l'amour, dans la fierté. Vous y compris? Moi y compris, en tête. J'ai voté président Biya plusieurs fois. C'est le premier mandat. J'ai pas peur de le dire. Je l'ai fait. Je l'aimais bien. C'est pour ça quand je dis que ça me fait de la peine. Parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Et pas seulement moi. Beaucoup de Camerounais. Reprenez les images d'archives. Cet amour est perdu quand vous le dites au Oui, passé. oui, parce qu'il a déçu. Je n'ai pas honte de lui dire. Le président Biya m'a déçu plus que je ne l'ai aimé. La déception est à la mesure de l'amour que je lui ai donné, de la confiance qu'on lui a faite. En quoi est-ce Quand je dis je... le président Biya vous a déçu? Pour être plus explicite, en quoi? Écoutez, du temps du président Ahidjo, qu'on disait très ferme, très sanguinaire, tout ce qu'on peut imaginer. Dictateur aussi. Oui, tout ce qu'on peut imaginer. Moi, j'étais très heureuse ici. Et n'oubliez pas, le président de la République d'aujourd'hui était son premier ministre. Donc, il était très heureux. Il était lui aussi Vous ne l'êtes plus. très heureux avec le président Ahidjo. Vous ne l'êtes plus heureuse? Pas du tout. Je suis douloureusement touchée par le Cameroun que je vois aujourd'hui. Par l'image. Vous savez, dans notre hymne national, on dit que ton drapeau soit fier. Le mot fierté, dites-moi, est-ce que la fierté peut s'exprimer quand on voit ces images, quel que soit le côté où on est? Là, on est Camerounais. Est-ce que vous êtes fiers de ce spectacle de notre président qui est en visite privée avec sa charmante épouse dans un pays de paix? Parce que la Suisse, il ne faut pas le dire, abrite le siège de la Commission des droits de l'homme. C'est le siège du haut commissaire aux droits de l'homme. Et ce haut commissaire, au commencement de la guerre du Nozo, a fait le voyage pour venir voir notre président sur place, pour lui demander d'éviter
la guerre. Maître Alice, comment on pourrait être... Vous comprenez? On pourrait être quand même surpris que vous, défenseurs des droits de l'homme, oui. Votre tristesse ne soit pas plutôt due au fait qu'un homme, fût-il président de la République, se voit, n'est-ce pas, privé de sa liberté de se mouvoir dans un pays, mais parce que alors qu'il en a tous ses droits. Ne me posez pas la question de cette façon-là. Je n'accepte pas ce genre de question. Si vous voulez me poser cette question, demandez au président de la République de quitter ses fonctions de président de la République. Parce que les fonctions de président de la République l'obligent à tenir compte de ce que nous disons, du serment qu'il a prêté, de ce qu'il allait nous apporter, et qu'il ne peut pas prouver qu'il nous a apporté. Et puisqu'on est en train de le lui dire, de le lui faire comprendre. Et que le lui faire comprendre de même, ça peut vous entraîner à aller en prison. Est-ce qu'être président de la République lui enlève ses droits à lui aussi? Ah non, mais ça ne lui enlève pas. C'est lui qui garantit mes droits. C'est lui qui a pris cette position pour être le garant des droits que j'ai. Moi, je n'ai pas pris une position pour être le garant de ces droits. Ne me posez pas la question comme ça. Ne renversez pas les rôles. Je n'accepte pas. Remettons les acteurs, les différents acteurs, chacun dans sa posture. Chacun avec ses engagements pris vis-à-vis de l'autre. Qu'est-ce que le peuple, les populations camerounaises ont pris comme engagement? C'est lui qui a pris un engagement vis-à-vis de ce peuple. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, cela dit, oui. Alors, donc, si on est d'accord là-dessus, voyons s'il a respecté ses engagements. C'est tout. Le reste, là, ne me demandez pas qu'il a le droit, non. Parce que quand il est là-bas, c'est notre argent qu'il dépense pour être là-bas. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut défendre le fait qu'il soit là-bas pour se soigner, lui, alors que nous avons des problèmes ici de Covid? Et que la communauté internationale, ce qu'on a pris comme argent là-bas, pour nous aider, nous qui n'avons que lui, pour se soucier de la santé publique, ils ont bouffé l'argent. Vous croyez que ça doit laisser... Je dois d'abord me soucier de lui? Non. Parce que la victime là-bas, ce n'est pas lui. C'est nous. C'est la population. Ce sont ses compatriotes. Et c'est lui qui doit veiller à ça. Avant de penser à lui. C'est ça le rôle d'un chef. Alors, cette brigade anti-Sardina, pour vous, c'est une opportunité pour le Cameroun? Non, ce n'est pas une opportunité. Ce sont des Camerounais qui s'expriment. S'il vous plaît, laissez-les s'exprimer. Quand ils viennent ici, ils ne peuvent pas s'exprimer. Quand ils apprennent que leur président est là-bas, ils vont lui manifester leur frustration. Et la seule chose que le président a à faire, c'est de prendre ça en compte. C'est de dire, qu'est-ce que vous voulez? Envoyez-moi une délégation de mes compatriotes diaspora, là. Je vais discuter avec eux. Il ne le fera jamais. Il ne l'a jamais fait. On apprend à Maître Alice. Est-ce qu'il l'a fait? Non. On apprend à Maître Alice que la justice... Qu'est-ce que vous voulez? Ces gens-là expriment quelque chose. Maître Alice, ils expriment quelque chose, il faut les écouter. Je ne suis pas d'accord avec la méthode. Je n'aime pas la violence, d'où qu'elle vienne. Que ce soit du côté de l'État ou du côté des victimes. Je n'aime pas la violence. Pour l'instant, aucune violence dans leur méthode. Mais non, c'est pas moi qui choisis leur méthode. Tel que c'est dit. Est-ce qu'ils ont les moyens de faire autrement? Quand ils viennent ici, la dernière fois, quand ils ont bougé en France et en Suisse, vous savez très bien ce que les tribunaux suisses ont fait. Ils n'ont pas condamné ces jeunes gens. Vous voulez que moi je les condamne, pourquoi? Maître Alice, alors, dites-nous, la police, on entend dire que la police de la Suisse aurait interdit ces manifestations. Pour vous, c'est une violation que d'interdire ce genre de manifestations? Mais ils ont dit que c'est le Covid. Est-ce que vous en voudrez? Mais tout le monde sait que le Covid ne permet pas de rassemblement. Ne serait-ce que pour ça, oui, ils ont raison de dire qu'il n'y a pas de manifestation. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est une victoire diplomatique? Est-ce que c'est le motif qu'ils ont donné de Yaoundé? Mais est-ce qu'il y a un pouvoir diplomatique qui fait fi des populations du Cameroun? Non, pour le cas d'espèce, le président fait sa diplomatie. C'est vu comme une victoire, tel que c'est présenté depuis un moment. Cette décision est vue comme une victoire. Mais chacun présente ça comme il veut, mais moi je ne prends pas ça comme une victoire. Est-ce que vous pensez que le président de la République, qui est la personne qu'on a mandatée, qu'on a voté, tout le pays, il doit se mettre en disant contre, moi j'ai gagné sur mon peuple, il ne gagne rien. Il perdra toujours. Parce qu'il n'y a pas de problème de ce genre-là entre un mandataire et son mandant. Entre nous, qui a prêté serment de servir l'autre? Répondez-moi. Est-ce que c'est le peuple qui a prêté serment de servir le président Biya? Non. C'est lui, sur la Constitution, très solennellement.
Alors c'est un engagement qu'il doit regarder, il doit s'arrêter, le président. Oui. C'est lui le chef. C'est lui à qui on a donné un mandat. C'est lui qui doit avoir le souci de bien appliquer ce mandat, parce qu'après, il va revenir encore nous demander de renouveler. C'est lui qui doit se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout à fait. Mais Maître Aliscom, face donc à cette base très engagée, et qui certainement va envahir les rues de Genève demain, que vous conseillez-vous, par exemple, quelle attitude vous allez prescrire au chef de l'État et au pouvoir de Yaoundé? Écoutez, dans ce genre de situation. Ce que j'attends de mon président, hein, oui, c'est qu'il puisse nous écouter. Il n'écoute pas plus la diaspora qu'il ne m'écoute moi, ici. Parce qu'une fois qu'on lui a dit qu'il n'est pas du RDPC, et il n'est pas d'accord avec vous, il ne vous a pas suivi comme un mouton, personne ne vous écoute plus. Et oui, on se plaît même à faire le contraire de ce que vous avez exprimé, pour bien montrer que c'est nous qui avons le pouvoir, et vous allez nous subir que vous le vouliez ou non. Je ne pense pas que ce soit l'attitude d'un président élu dans une république, d'un président qui est conscient de ce que ce mandat, il exerce par et pour ces personnes-là. Et que de temps en temps, on a envie de sentir qu'il s'occupe de nous. Puisque c'est un devoir de sa fonction. Je vous dis qu'aujourd'hui, il exacerbe. On est en plein Covid, on est en plein détournement de 180 milliards qu'on a emprunté pour qu'on s'occupe des populations. Vous savez très bien qu'on ne l'a pas fait. Vous savez très bien qu'on a détourné cet argent. Vous savez, ça n'a pas... Je ne peux pas qualifier ça. Et pendant ce temps, le président, lui, il est bas, tranquille. Il ne s'est jamais adressé à nous. Non. Écoutez, il y a une réciprocité, n'est-ce pas? C'est comme un contrat de bail. Il y a des clauses, c'est toi qui dois faire, et il y a des clauses, c'est moi qui dois faire. Est-ce qu'il a fait sa part? Est-ce qu'il peut s'arrêter au fond? Ce que les gens la demandent, bon, la forme, je n'y suis pas d'accord, mais est-ce que je les ai un jour Qu'est-ce qui vous gêne dans la forme? Vous aurez aimé que ce soit présenté comment? J'aurais aimé que quand le président est ici, qu'on sente qu'on a un président qui est proche de nous. Ben, bien sûr. Est-ce que moi-même qui ne suis pas de la basse, je sens que j'ai un président? Vous n'êtes pas d'accord de la forme des manifestations? Je ne suis pas d'accord avec les méthodes des uns et des autres, ni les méthodes du président d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous gêne dans les méthodes de manifestation, justement? Parce que vous êtes Vous savez, j'ai honte, j'ai peur, j'ai tout ça. J'ai peur pour les jeunes qui manifestent, parce que c'est beaucoup de courage. Ce sont des gens qui en sont arrivés à dire, tant pis, on va aller essuyer les jets d'eau, on va nous maltraiter, on va même nous arrêter. Mais vous voyez la détermination? C'est à la mesure de leur frustration. Ils sont arrivés à un tel point de désespoir qu'ils sont prêts à mourir que de continuer à supporter. Vous savez, ça dure depuis 40 ans quand même. C'est beaucoup. Où est la fierté? Moi, j'aimerais que le président pose des actes qui nous rendent fiers. Comme nous disent deux. Comme aussi tu demandes deux et je pardonne pour le reste. Deux actes que le président pose en disant, si je fais ça, les Camerounais seront fiers de moi. Que ce soit pour le football, que ce soit pour les maladies quand on est malade, que ce soit pour les écoles. On est encore où on peut dire on est fier d'être Camerounais. Bon, moi je lui demande d'abord très respectueusement, Monsieur le Président, rendez-nous fiers d'être Camerounais. Avant, vous aviez la Camère, vous avez les combis, vous avez notre drapeau, l'avion qui allait partout, qui a suscité des vocations. Mon propre fils est pilote. Grâce, à cause, je ne peux même plus dire grâce, à cause de cette fierté qu'on avait de voir le combi survoler les airs, aller se poser partout, surtout quand Michel Fotso était PDG. Une fierté infinie. Aujourd'hui, vous pensez que j'ai encore cette fierté? Si vous l'avez, prêtez-moi la vôtre, parce que la mienne, elle n'y est plus. Maître Aliscom, on va peut-être revenir sur votre engagement à quitter cette actualité, en attendant de voir ce qui va se passer effectivement demain samedi. On revient sur votre parcours, Maître Aliscom. Oui. En 2003, c'est une année assez remarquable pour vous parce que vous créez une association pour la défense des droits des homosexuels. C'est bien ça? Alors, c'est un engagement
qui suscite beaucoup de controverses au sein de l'opinion camerounaise depuis votre engagement. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment est-ce que vous arrivez à cela? Vous qui étiez déjà marié avec des enfants, donc vous avez eu une vie hétérosexuelle, comment comprendre que vous vous intéressiez aux homosexuels, à la pratique de l'homosexualité qui est d'ailleurs interdite dans notre pays? Ça, c'est une question vraiment, elle est toujours très mal posée. En général, quand on la pose mal. Comment vous vous intéressez aux homosexuels? Personne ne me dit comment vous vous intéressez aux voleurs. L'homosexualité est un délit aux côtés du vol, C'est quand même une curiosité, du vol. parce que ce n'est pas un délit comme les vous autres. Vous ne me dites, comment pas un délit comme les autres? Alors qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est dans le code pénal. Alors quoi? racontez-nous Le code pénal, c'est le délit. Dis-nous tout de même, qu'est-ce qui vous motive à créer une telle association? Ce qui me motive, c'est que je vois des jeunes gens arriver au tribunal correctionnel, flagrant délit, et je vois, ils sont poursuivis pour homosexualité. Et ce sont des détenus pas comme les autres. Ils sont vus. Ils sont vus pas comme les autres. On sent ils ont le poids du mépris de la société sur eux et qu'ils sont condamnés d'avance pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils font. Être homosexuel, c'est porter le péché sur soi. Non, ils sont condamnés pour une pratique. Non. Pour ce qu'ils font aussi. Non, pour une pratique. Ils font quelque chose qui est condamné par la loi. Mais comment est-ce que ça peut être condamné par la loi? Vous savez ce que c'est que l'homosexualité? Vous savez ce que c'est que le rôle d'un juge qui est chargé d'interpréter et d'appliquer? Qu'est-ce que c'est que l'homosexualité pour vous, Maître Aliscom? Non, mais vous savez ce que c'est que le rôle d'un juge qui est chargé de juger quelqu'un pour homosexualité? Il commence d'abord par regarder, homosexualité c'est quoi? Oui. C'est celui qui a une relation sexuelle avec une personne de même sexe. Est-ce que la relation sexuelle se pratique dans la rue? Non. La relation sexuelle se pratique dans le domicile. Et le domicile est super protégé par la loi, par la Constitution, par la loi internationale, par le Code pénal. Il y a un délit dans le Code pénal qu'on a la violation de domicile. Ça veut dire que si vous venez chercher de savoir ce que je fais dans ma maison, c'est-à-dire ma sexualité, dans un domaine super protégé par la loi, vous-même vous violez la loi. Et comment vous allez m'amener chez un juge pour dire que j'ai pratiqué l'homosexualité et qu'il faut me condamner? Est-ce que vous êtes pas en train de nous dire que cette loi qui condamne l'homosexualité elle est illégale. La loi même est illégale. Elle est complètement illégale. Parce que dans le Code pénal, je suis en train de vous expliquer, elle est totalement illégale et elle ne correspond même pas à la définition d'un délit. Un délit, c'est un acte que vous posez et qui est susceptible de provoquer de causer un préjudice à autrui, dans son patrimoine, dans son honorabilité, dans sa vie, dans sa liberté. L'homosexualité, c'est un commandement. C'est l'expression du commandement divin. Chaque fois que je suis allée à l'église, et Dieu seul sait que j'y suis allée, notamment quand j'étais étudiante, élève. Vous n'y allez plus? tous les... Non, je n'y vais plus. Pourquoi? Mais parce qu'on n'y prêche pas l'amour. Parce que je suis capable de prêcher plus l'amour que eux, que les prélats. C'était une parenthèse. Voilà. Très bien, alors je ne vais pas là-bas perdre mon temps avec des gens qui prêchent une chose et qui font le contraire. Chaque dimanche, on a commencé le sermon par 2 commandements. Tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le 2e commandement, tu aimes ton prochain. Le mot est choisi. Ton prochain comme toi-même. Entre celui qui punit un homosexuel, qui est son prochain, et moi qui l'aime selon les commandements de Dieu, qui est dans le vrai. Alors vous me dites que vous défendez les homosexuels par amour. Mais bien sûr. Alors, est-ce que... Parce que je les aime. On est un peu confus, Maître Aliscom, à chaque fois qu'on parle de votre engagement dans la défense des homosexuels. Qu'est-ce que vous défendez exactement? C'est la pratique de l'homosexualité qui est contre nature? Je ne défends pas la pratique. L'homosexualité, c'est la sexualité, n'est-ce pas? Est-ce que je défends quelqu'un ou bien j'approuve quelqu'un? Est-ce que vous êtes perçu comme quelqu'un qui fait la promotion d'une pratique homosexuelle? Ce n'est pas ça, c'est une mauvaise perception. Les gens veulent savoir exactement ce que je fais. Ils viennent me voir,
on en discute avec les textes en main. Alors, et j'explique. Vous y êtes justement, parlons-en. Vous croyez que des gens comme Monseigneur Tutu, qui défendent la même chose que moi, Obama, enfin, tous ceux qui sont connus, vous croyez qu'ils sont des sorciers? La position que j'occupe aujourd'hui, que je défends aujourd'hui, même le pape défend ça. Vous soupçonnez le pape d'être quoi? De ne pas aimer les gens? Vous soupçonnez Obama de ne pas aimer les gens? Il peut être soupçonné d'être homosexuel aussi. Eh bien, soupçonnez ce que vous voulez. Mais vous ne l'êtes pas. Mais vous croyez que les femmes, comme je défends les femmes, c'est parce que je suis une femme. Il y a beaucoup d'hommes qui défendent la cause féminine. Ils ne sont pas femmes, ils ne sont pas obligés d'être femmes. Nous appartenons à la même humanité. Une commune humanité. Autrement dit, c'est l'humanité. Et les droits de cette humanité c'est les droits humains qui vous par les intéressent. droits de l'homme, voilà. C'est les droits humains qui vous intéressent. Absolument. Et non une pratique d'une quelconque Je sexualité. n'ai même pas à savoir comment les gens pratiquent l'amour chez eux. Je n'ai pas à savoir comment tu as dormi la nuit avec ton partenaire ou ta partenaire. Toi non plus, d'ailleurs, tu n'as pas à savoir ça. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? On va mettre un policier pour savoir. Et on est quoi? C'est pour ça que, à force de faire croire aux gens que la sexualité, c'est pas tabou. C'est privé. On la pratique, chacun à sa manière. Alors, lorsque ça devient public, comme le cas de certains Camerounais qui aujourd'hui s'affichent sur les réseaux sociaux pour promouvoir l'homosexualité, qu'est-ce que vous Mais dites? non, c'est pas la promotion. Moi, je n'ai pas la même compréhension de ça. Pour la promotion de rien du tout. Les homosexuels ont existé avant moi. Quand votre papa paye vos études pour aller étudier Platon ou Socrate, c'était des homosexuels, même des pédérastes. Maître Alice Com, lorsque dans un pays où la pratique est interdite, vous voyez des personnes qui suivent des réseaux sociaux ou bien dans la rue. C'est la loi interdit d'interdire ça. Je suis en train de vous expliquer. La sexualité est sacrée. C'est par là qu'on exprime son amour à l'autre. Vous êtes d'accord? C'est par là qu'on s'épanouit. Une bonne sexualité, c'est épanouissant. C'est par là qu'on se multiplie. C'est pour ça que c'est sacré. Alors, c'est par là qu'on se multiplie. Oui. Alors, vous parlez de multiplication. Est-ce qu'un homme et un homme peuvent parvenir à la multiplication? Vous voulez que je vous cite des gens qui sont hétéros, qui n'ont pas d'enfants? Non, parlons plutôt de la multiplication. Non, je m'excuse. Ça veut donc dire que non. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas lier ça au fait qu'on est parent. Mais vous avez voulez me dire qu'on doit me tuer parce qu'aujourd'hui je suis ménopausée, je ne peux plus faire d'enfants. Donc je ne dois plus faire l'amour. Vous avez évoqué la multiplication. Ça veut dire que dans votre conscience, vous savez très bien que la relation sexuelle, c'est d'abord pour se multiplier. Les multiples enjeux de la sexualité en général. Ça ne veut pas dire que... En général, la sexualité a été mise en place par Dieu pour la procréation, non pour la multiplication. Ça, vous l'avez dit. C'est pas du tout ça. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais non, je ne suis pas là pour parler de Dieu. Oui. Surtout pas. Alors bon, du moins, c'est naturel, c'est perceptible. C'est naturel et un homme et une femme se mettent ensemble. Mais oui, pour prendre du plaisir. Après procréer. C'est interdit de prendre du plaisir. Le système sexuel. La sexualité, c'est le plaisir. La sexualité, c'est d'abord la procréation. Non, pas du tout. C'est pas d'abord ça. Dans la pensée de celui qui a créé, c'était d'abord la procréation. Mais non, mais tu n'étais pas dedans. Enfin, vous n'avez pas été avec Dieu. Est-ce que ce n'est pas... Est-ce qu'on peut le comprendre à travers ces... Et c'est la création de Dieu aussi qui a créé les homosexuels. Hein. Vous savez, l'homosexuel est conçu dans mon ventre de femme. Hein. Comment ça? Sa maman. Comment la ça personne se passe? Qui met au monde la création un homosexuel. Ben oui, il est dans mon ventre. Comment c'est la maman. L'homosexuel a la même maman que moi. Que n'importe qui. Non, mais vous dites que quand vous c'est moi qui mets au monde les enfants homosexuels, hétérosexuels, bisexuels et tout ça. C'est maman. Non, mais mère. Vous mettez au monde un enfant, vous ne mettez pas au monde un homosexuel. Non, mais. Vous mettez au monde un enfant qui est normal, normalement constitué. Qu'est-ce que vous appelez normalement constitué? C'est-à-dire qu'il y a toutes les fonctions que Dieu a prévues pour un être humain. C'est-à-dire pouvoir. Vous croyez que tous les enfants naissent normaux? Il y a des hermaphrodites, hein? Allez demander à la Kentini. À chaque fois qu'il y a une naissance d'hermaphrodite, c'est quelqu'un qui a les deux sexes. C'est toujours Dieu qui l'a créé. Hein. Maître Alice Com, avançons dans cette discussion. Mais depuis que vous avez commencé, est-ce que c'est facile pour vous, ce combat? Ce n'est pas facile, mais un combat... Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Mais je ne veux pas que le combat soit facile pour que je le mène. À quel niveau est-ce que vous rencontrez des difficultés? Ben, au niveau des gens qui ne comprennent rien, comme toi, comme vous. Pardon, excusez-moi. Non, là, on peut y aller. Qui ne veulent rien comprendre. Nous comprenons très Moi, je bien vous dis que l'homosexualité, je l'examine sous l'angle légal, juridique, judiciaire. Qu'est-ce que les lois qu'on a mis en place? C'est tout.
Imaginez-vous que nous sommes indépendants depuis 1960. En 1965, on a notre premier code pénal, c'est-à-dire la loi. Cette loi est votée par des parlementaires qui viennent de nos contrées les plus lointaines. Il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas la communication qu'on connaît aujourd'hui. Il y a à peine le téléphone. Ils n'ont pas mis l'homosexualité comme un délit, c'est-à-dire comme un acte qui est susceptible de causer un préjudice à autrui. Alors, Maître Alice, est-ce qu'on doit retenir ici... Est-ce que vous permettez que je vous explique ça? Allez-y, très rapidement, Donc l'homosexualité, ça n'a oui. jamais dérangé le Cameroun. Entre le moment où on prend le code pénal et le moment où le président de la République, chef de l'exécutif, donc ce n'est pas du tout la compétence de voter des lois, met l'homosexualité dans une loi, dans un texte qui s'appelle la loi portant code pénal. Entre-temps, donc, on a vécu combien de temps? 72, 12 ans. Le Cameroun n'est pas tombé. Hein. Il avait même de bonnes mœurs à l'époque. Qu'est-ce que vous voulez insinuer, maître? Je veux insinuer que ce n'est pas en punissant l'homosexualité que le Cameroun devient stable, un pays avec un beau visage, où tout se passe bien, où les gens sont heureux. Au contraire, ils ont montré leur maturité. C'est un pays mûr qui respecte les droits à égalité pour tous. Ta sexualité, c'est ton problème. La mienne, c'est la mienne. On n'en parle pas. J'arrive pas le matin au bureau en disant « Bonjour madame, je suis hétéro et vous ?» Non, on n'en parle pas dans la sphère publique. C'est l'affaire de chacun. Maître Alice Koma, vous entendre parler, on a l'impression que la loi qui interdit l'homosexualité, la pratique, a un problème. Est-ce que si cette loi était repensée pour l'interdire et non pas pour l'annuler, est-ce que si elle était repensée, vous cesseriez de défendre les homosexuels? Franchement, qu'on me donne une seule bonne raison pour laquelle je ne dois pas défendre quelqu'un qui est pris dans les mailles de la justice et qui risque sa liberté, qui risque sa dignité. Pourquoi je dois prendre que cet article-là, ceux qui sont poursuivis pour ça, moi, d'avocat universel, je ne défends pas. Il faut me donner une seule bonne raison pour que je ne les défende pas. Je n'en ai pas. Mais si vous en avez, donnez-moi. C'est compris. Nous sommes avec Maître Alice Com, avocate au barreau du Cameroun, l'une des têtes de proue de la défense des droits humains au Cameroun et en Afrique. Maître Alice Com va poursuivre cet entretien après avoir reçu notre invitée de l'ombre. On peut déjà la dévoiler. C'est Esther Omam, présidente de l'ONG Reach Out Cameroun, une ONG basée à Buea. Elle est en ligne, Esther Omam, on peut la prendre. Dans un instant, le temps d'une transition, on retrouve notre invité de l'ombre. Le son là n'est pas très bon. Eh bien, c'est bien la rubrique l'invité de l'ombre. Je crois que la régie s'est un peu trompée sur l'indicatif. Elle est en ligne, Esther Omam. Bonjour et merci de nous retrouver, Esther Omam. Bonjour, merci pour l'opportunité que vous me donnez d'être avec vous ce soir. Présidente de l'ONG Reach Out Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que l'ONG Reach Out Cameroun? Quelles sont vos missions? L'ONG Reach Out Cameroun travaille pour supporter les femmes et les gens qui sont défavorisés, les vulnérables et marginalisés dans la société. Nous les supportons à travers les programmes tels que la santé et la création de richesses. Donc, nous parlons de la protection des droits économiques et puis des droits humains et la gouvernance à travers les méthodes de participative et le plaidoyer. Je signale que vous êtes l'invité de l'ombre dans ce programme où nous avons pour prime guest Maître Alice Com, qui est avocate au barreau du Cameroun et défenseur des droits de l'homme. Merci d'accepter notre invitation. Je voudrais davantage vous poser la question de savoir ce que c'est que cette première convention nationale des femmes pour la paix.
que vous organisez au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi aujourd'hui une convention nationale des femmes pour la paix? Quand nous parlons de femmes, nous parlons de symboles de paix. Les femmes sont des symboles de la paix. Ce sont elles qui donnent naissance. Ce sont elles qui nourrissent la nation. Et depuis près de 5 ans aujourd'hui, nous subissons des violences à travers les crises qui existent dans nos régions. Nous parlons de la crise du Nord, nous parlons de l'Est, nous parlons du Est, nous parlons du Sud. Où il y a beaucoup de vies qui sont perdues chaque jour à cause de l'égoïsme des hommes, à cause des pensées des hommes qui sont à terre des femmes. Et parce que les femmes, parce que pas dans les hommes, ont décidé de porter les armes et d'aller au combat. Mais celles qui subissent le plus de mal tout le temps sont les femmes. Ce sont les enfants. Nos enfants meurent chaque jour. Les combattants meurent. L'armée meurt. Ce sont tous nos frères, nos maris qui meurent tout le temps. Ce sont nos enfants qui meurent tout le temps. Et ce sont nos mamans, nos frères qui meurent tout le temps. Nous avons porté des actions individuelles qui, à leur temps, ont porté un certain niveau d'impact. Mais à ce moment précis, nous croyons qu'il est important pour une première fois que les femmes camerounaises se rassemblent comme une seule voix sous la plateforme de la Convention nationale pour la paix. Donc, nous avons eu beaucoup d'initiatives de paix que les femmes ont portées depuis 4 ans passés à 5 ans aujourd'hui. Et nous nous sommes dit qu'il est temps qu'on se regroupe, qu'on se retrouve sous une même bannière, que nous nous regardons quand ça passe nos frères et que nous essayons de dire au monde entier ce que nous pensons de ce qui se passe dans ce pays quand nous parlons de la crise. Alors, Esther Omam, cette convention aura lieu à Yaoundé, c'est bien ça, au Palais des Congrès? Qui est invité? À Yaoundé, précisément du 29 au 31 juillet, au Palais des Congrès, où s'achemineront 1000 femmes. Au Palais des Congrès, est-ce que vous présenterez un plaidoyer à l'endroit de qui? Dites-nous, quelles sont les caractéristiques de cette convention? 1000 femmes sortiront de 2 régions du Cameroun. Ce seront les communautaires, ce sont les femmes leaders de première ligne qui prennent la paix, qui convergeront au palais de congrès. Premièrement, pour dire que finalement nous nous sommes retrouvés, nous avons accepté d'être une seule voix. Et de 2, pour lancer le cri, l'appel à la paix. Nous allons le faire aux décideurs. Nous allons le faire à nos frères qui portent les armes. Nous allons le faire à tous les partenaires internationaux qui sont dans le pays et les missions diplomatiques, et ainsi qu'au-delà de nos frontières. Nous allons faire en sorte que le monde entier puisse comprendre et reconnaître que les femmes camerounaises qui travaillaient depuis en rang dispersé se sont retrouvées et ont décidé d'unir leurs voix pour porter sur cet appel de la paix. Alors, précisez la date, s'il vous plaît, la date de cette convention pour sortir. Nous nous retrouvons à Yaoundé au rendez-vous
du 29 au 31 juillet. Merci beaucoup, Esther Omam, présidente de Reach Out Cameroun. Vous étiez l'invité de l'ombre et l'information que nous recevons, c'est qu'il y a une convention nationale des femmes pour la paix qui va se tenir à Yaoundé. Vous avez dit le 29 juillet prochain. Oui, effectivement. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes la toute première invitée de cette rubrique, l'invité de l'ombre. Peut-être Maître Alice Com voulait vous dire un mot, je la vois enthousiaste sur cette convention, cette première convention nationale des femmes pour la paix. Oui, je suis très fière de ce que Esther et toutes les autres femmes font pour la paix au Cameroun. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Il y a également le REDAC, il y a Maximilienne Gombe, il y a Kawala, toutes ces femmes-là qui sont tellement désolées de ce qui se passe et qui ont envie de participer, de créer les conditions pour le retour à la paix dans le Nozo et le plus vite possible. Nous souhaitons simplement que 1000 femmes quand même, que pour une fois le président nous écoute, parce qu'en fait, c'est lui qu'on veut séduire, c'est lui qu'on veut convaincre. Parce que s'il n'est pas à l'écoute, et s'il ne le veut pas, nos intentions vont rester dans le cadre des intentions et on ne donnera rien. Je voudrais vraiment que pour une fois, le président écoute les femmes et qu'il écoute tout ce qu'ils lui disent. Nous ne voulons pas de cette guerre-là. Essayons de nous asseoir, essayons de trouver des solutions. Parce que dans son entourage, il y a beaucoup de gens qui lui disent « Ouais, je vois quand ces ministres apparaissent à la télé. » On va dire merci. Pour une fois qu'ils nous écoutent. Bravo. Merci, Esther. merci Esther Omam. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, vous dites que vous voudrez que le président vous écoute. Pour une fois. Alors pourquoi c'est toujours vers le président que ces conventions, ces mouvements de paix, c'est toujours vers le président qu'on va? Est-ce qu'il n'y a que le président? Est-ce que cela veut dire implicitement que c'est le président qui est à l'origine de tout ce qu'il y a comme crise au Cameroun? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres origines exogènes qu'on peut également cibler pour la paix? Vous savez, il faut d'abord lui. Pourquoi lui d'abord? Parce que des gens par parce exemple. qu'il est au cœur de tout. Des gens, je vous donne un exemple, des gens attaquent le Cameroun à l'extrême nord, et puis lorsqu'on veut faire un mouvement de paix, une manifestation pour la paix, c'est vers le président de la République qu'on s'achemine. C'est le chef suprême des armées. Alors comment C'est le chef suprême des armées. tout seul arrêter, par exemple, Non, la mais guerre? c'est lui qui prend la décision et nous on suit. Voilà, ou on subit. Qui prend la décision dans ce pays? C'est lui, le chef suprême des armées. S'il dit à son armée, feu, vous allez faire quoi? Donc il faut l'amener à ne pas dire feu. Et s'il n'est pas d'accord, il y aura toujours la guerre. Hein. Maître Alice Com, dans une dizaine de minutes, on va fermer cette émission. Alors, dites-nous, à l'heure qu'il est, la guerre du Nozo, comme on l'appelle ainsi, la crise sécuritaire, comme certains également l'appellent, vous pensez où se trouve le secret de la résolution finale, de la sortie finale de la crise? Toujours le président de la République, s'il veut, on l'aura. S'il ne veut pas, on ne l'aura pas. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit faire appel à sa sagesse et à l'amour qu'il a pour son pays, sa patrie, et au désir de laisser un pays pacifié et que ça lui soit attribué. Qu'on puisse dire que c'est lui. C'est lui qui a mené la guerre, c'est lui qui va la finir. Et que tout le monde puisse être derrière lui. Moi, je ne peux pas être derrière lui s'il maintient la guerre. C'est pas possible. Par contre, s'il dit demain la paix, je vais courir. Je serai derrière lui, je serai à côté. Je vais apporter. Il a dit en organisant le grand dialogue national. Vous voyez bien que ça n'a pas donné la paix. Mais vous n'y êtes pas allé. Vous avez compté le nombre de morts qu'il y a eu après le grand dialogue. Vous n'y êtes pas allé. Est-ce que vous avez fait un bilan pour dire que c'est quand même un échec? Enfin, on n'y est pas arrivé. Mais vous n'y êtes pas allé. Bon, est-ce que le président y était? Vous n'y avez pas mis votre nom. Est-ce que le président y était? Alors vous attendez toujours que le président y soit. Alors s'il invite un dialogue, lui-même n'est pas là. Vous voulez que j'y aille? Est-ce qu'il n'a pas déjà beaucoup fait en organisant ce dialogue? Oui, le résultat. Il doit avoir le souci du résultat. Alors plus pratiquement. Il a une obligation de résultat. Plus pratiquement, aujourd'hui, cette sortie de crise tient à quoi? À lui. Si le président dit demain, c'est terminé, le militaire, allez dans les casernes. Je convoque Maître Alice Com et toutes les autres, tous ces nanas qui braillent à droite, à gauche, etc. On rampe, on va là-bas.
on lui dit ce qu'on pense. On lui dit comment. S'il nous dit, allez alors pacifier les gens, allez alors les calmer, allez leur... on va aller. Est-ce que vous pensez que ce serait suffisant pour que les sécessionnistes déposent les armes, par exemple? Mais bien sûr, la preuve, il leur a dit de déposer les armes, ils ne le font pas. Il faut constater avec moi qu'ils ne le font pas. Par contre, s'ils nous appellent pour dire, je vous mandate, vous les 1000 femmes là, allez leur dire que c'est fini. Parce qu'on va lui demander de nous garantir qu'il va assurer la paix et la sécurité. Alors, ce qui veut dire pour vous, ce sont des hommes mandatés qui font problème? Non, c'est la décision, c'est que ça vienne du cœur du président. C'est pas ce qu'on a fait là au grand dialogue, hein. C'est du... ça veut rien dire, ça. Il n'y avait aucune sincérité là-dedans. Le grand dialogue, vous avez vu, elle a écouté, la montagne a accouché d'une souris. On a dépensé beaucoup d'argent, les gens sont partis, etc. C'est quoi? Il n'y a pas. Il faut prendre la solution par les fondements, les causes. Leur parler un autre langage que le langage de la guerre, de la confrontation. Il faut parler le langage de l'amour du prochain, l'amour de la patrie. Il faut mettre la patrie en avant, pas toi seul. La sécurité, c'est toi seul. Non, c'est la sécurité, c'est pour tout le monde. Il faut te dire que, qu'est-ce que je perds? Est-ce qu'en gardant cette guerre, je nourris mes gens? Est-ce que l'économie monte? Est-ce que tout ce que les Camerounais ont, je dois dépenser ça pour acheter les armes ou bien pour leur permettre de créer des entreprises high-tech, etc. et de nous mettre tous au numéro 1 des pays développés en Afrique? Voilà les objectifs qu'on ne voit pas apparaître. Mais quand vous faites la guerre comme vos propres enfants, vos propres soldats, est-ce que ces soldats-là ont de la famille là-bas? Les préfets et les sous-préfets, on ne doit pas avoir peur quand on va au Nozo. Et qui est-ce qui assure la sécurité des uns et des autres? C'est le président. C'est la Constitution qui le dit, c'est pas moi. Voilà. Maître Liscombe, quelques questions qui nous viennent par le contact SMS. La première, on va lire. Que pense Maître Liscombe de l'affaire Martin Camus? L'affaire Martin Camus. C'est un scandale que... Il ne devrait même pas y avoir une affaire Martin Camus. C'est un scandale autour d'une sextape qui défraie la chronique ces derniers temps. Oui, mais je ne lui accorde pas cette importance-là. Pourquoi? Moi, j'ai vu circuler des photos sur le net. Oui. Je n'ai pas vu Martin dans une position où je peux le blâmer. Les photos qu'on nous a montrées, parce que je ne suis pas dans le dossier, je n'ai pas parlé de ça avec Martin ni personne, mais tout est parti des mêmes photos que j'ai vues. Les photos que j'élève ne donnent pas... Il n'y a pas matière à fouetter un chat. Martin Camus est assis dans son bureau, cette dame est là avec son livre, habillée, Martin est habillé, assis. Bon, après on nous donne un autre schéma, il y a quelqu'un qui fait une fellation à quelqu'un, dont on ne voit pas le visage, et puis d'autres photos d'une fille qui se masturbe. Cependant, le célèbre journaliste pourquoi a été on interpellé oui, mais par la pourquoi, police. Pourquoi tout autour de celui justement pour lequel les photos ne sont pas compromettantes du tout? Quand vous regardez ces photos, où est le crime que Martin a commis à partir de ces photos? Moi, je ne vois pas. C'est pour ça que je soupçonne qu'il y a autre chose. Qu'il y a une main derrière. Ben oui, il y a des règlements de compte qui se passent derrière son dos. C'est un prétexte pour régler certains comptes à Martin. Et oui, il y a la canne, peut-être qu'on ne veut pas que... Peut-être que ce sont ses concurrents. Ses adversaires. Peut-être, je ne sais pas. Mais franchement, que tout le monde me dise qu'est-ce que ces photos-là ont d'incriminant pour Martin. Pourquoi vous n'avez pas pris les devants? Vous avez l'habitude quand même de défendre des journalistes, de prendre les devants pour les soutenir. Je ne prends pas les devants, je prends quand quelqu'un me sollicite. Vous n'avez pas été sollicité? Je n'ai pas été sollicité. Sinon, vous y serez allé volontiers? Mais bien sûr. Je n'exclus pas du tout d'y aller. Mais au moment où on dit que Maître Nkome a de l'avocat de non, à ce moment-là, M. Martin Mime a déjà ses avocats. Au moment où on parle de, comment elle appelle la fille, Malika. Malika a ses avocats, même un collectif de 7 avocats. Et je lis, à la une du jour, 7 avocats contre Martin Mime. À partir des photos que nous tous on a vues, non, il y a là un acharnement. Et je déteste l'acharnement. J'ai tendance à aller vers la personne qui est victime de l'acharnement. C'est quand même une illustration de ce que les affaires de mœurs commencent à envahir l'espace public au Cameroun. Mais elles ont toujours envahi. Ah oui? Mais bien sûr, puisque vous poursuivez tout le temps les homosexuels.
Parce que ce n'est pas... Oui, Vous associez, les poursuivez tout le temps. donc finalement l'homosexualité à une affaire de mœurs. Mais c'est ce que vous avez dit. C'est ce que mais la sexualité, c'est une affaire de mœurs. Qu'elle soit homosexuelle, hétérosexuelle. Vous ne sembliez pas le développer de cette façon tout à l'heure. Non, je dis que la sexualité, qu'elle se décline en vert, bleu, rouge, c'est la sexualité. On ne peut pas punir une partie et laisser l'autre. Le code pénal l'interdit. Ça devient un problème de mœurs lorsque c'est public. C'est lorsque c'est public, que ce soit hétéro. Alors, ma question, ou c'est homo. de plus en plus, Maître Alice Crom, on a des scènes, on a des affaires autour des sextapes, on a une diffusion de la nudité. Mais les gens aiment ça. Alors, comment expliquer ça? Ben, j'explique ça par le fait qu'on sait que c'est croustillant, les problèmes de sexualité. Ça peut nous permettre, par exemple, d'oublier qu'on nous a détourné 180 milliards. Alors, vous croyez que et que ce sont les bien-pensants qui ont détourné. Alors, est-ce que vous voulez dire que c'est... moi, je mets de la proportion entre le détournement de 180 milliards que mes enfants et mes petits-enfants vont rembourser et pour lequel, normalement, on devait nous sauver du Covid et qu'on n'a pas fait. Est-ce que vous voulez dire que c'est une distraction organisée? Ce sont des distractions organisées? Bien sûr. C'est évident. Quand vous regardez les photos, Martin, il a fait quoi? Mais le sexe, c'est bien, hein, c'est croustillant, tout le monde va aller dedans. Vous voyez bien que, qu'est-ce qui est plus grave pour la société, pour les Camerounais? 180 milliards de dettes qui n'ont pas servi à ce pourquoi on les a encaissés, qui sont restés dans les poches, laissant les populations face à une maladie qui menace le monde entier, l'humanité tout entière, où chaque chef d'État est en train de se demander comment... Vous croyez que les Camerounais ne peuvent pas fabriquer des vaccins? C'est l'intelligence qui va leur manquer. On a tout ce qu'il faut. Mais où est l'argent? Il est détourné. Maître Alice Crom, on ne partira pas sans parler de l'alternance à la tête de l'État qui, aujourd'hui, intéresse beaucoup de Camerounais et même des non-Camerounais. Ouais. Comment est-ce que vous entrevoyez l'après M. Paul Biya? L'après? L'après Paul Biya. Oh. L'après Biya sera organisé par M. Biya. Il faut lui demander, il est secret. Il m'a pas dit. Vous avez l'impression mais c'est lui qu'il qui organise déjà? Mais bien sûr, c'est fait, il est prêt. D'après ce que je vois. Alors, quelle sera, selon vous, la place des mouvements, des mouvements comme celle de la base, des partis de l'opposition qui se sont illustrés, le PCRL, le MRC ces dernières années? Vous pensez que ces différents mouvements également ont un rôle important à jouer dans cette transition? Mais bien sûr, tout le monde, surtout les partis politiques. Qu'est-ce que vous attendez de ces mouvements? Mais j'attends de ces mouvements, j'attends d'abord, que je vais aller encore dire que je parle du président de la République. Oui, lui il est prêt. Hein. Vous voyez bien qu'il est en train de placer tout le monde. Des postes stratégiques, économiquement stratégiques, militairement stratégiques. Tout ce qui fait que demain, c'est lui qui est en train d'organiser l'après-Biya. Je ne sais pas ce que les autres font, hein. Ils m'ont pas dit. Avez-vous l'impression que rien n'est fait en face? Ils ne m'ont pas montré. Il faut communiquer pour que je sache. Moi, je ne suis pas dans les états-majors des partis politiques. Puisque je ne fais pas partie, je ne suis pas militante. Et il y a des assises qui ont été faites entre les partis politiques, les leaders de partis politiques ont vu... Pour modifier le code électoral. Par exemple, mais ce n'est pas le code électoral. Mais c'est pas le code électoral. Le code électoral, c'est le président de la République qui va le faire. Il a tous les pouvoirs, et seul le pouvoir. Il a les maîtrises de tous les calendriers, pas vous. Vous allez faire quoi? Aller proposer un mémorandum, mais il s'en tape. Il fait quoi avec ça? Il fait ce qu'il veut, il a son plan, il a son projet, il avance doucement. Si vous voulez faire des sextapes là-bas, ça c'est votre problème. Le président sait où il va et il sait comment il va organiser l'après-Biya pour qu'il ne disparaisse pas ou que ceux qui sont ses héritiers, d'une manière ou d'une autre, politique ou biologique, puissent continuer l'œuvre qu'il a commencé. C'est ce que je vois. Alors, donc, M. Biya, dont vous condamnez la gouvernance, aujourd'hui, pour vous, est bien parti pour perpétrer le système qu'il a mis en place. Oui, parce que je ne vois personne. Alors, est-ce que dans ce sens, le Cameroun est bien parti ou mal parti? Pour sombrer. Alors, vous êtes très pessimiste. Donnez-moi les éléments pour que moi, je demande qu'à être optimiste. Quelqu'un me donne les éléments, franchement, je suis ouverte. Dites-moi comment on va se sortir de là. On ne travaille pas parce qu'on n'a pas le cœur à ça. Il n'y a rien qui nous encourage à entreprendre. Quand vous entreprenez, comme Martin Mimim,
S'il réussit, on va tout faire pour le mettre derrière. Je ne parle pas de Michel Fotso. On tue tous nos stars, toutes nos personnes qui percent. Il ne faut pas percer. Maintenant, je vois qu'on est en train de monter sur... voilà, il y a la lutte à la FECAFOOT. Alors, on est en train de vouloir barrer la route à l'un et à l'autre. Comment on ne peut pas arriver? Où sont nos stars? Où sont nos génies? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les encourage? Qu'est-ce qu'on crée comme environnement pour faire éclater les génies camerounais? Parce que là-bas, où se passe la compétition, on ne dira pas que c'est un opposant. On va dire le Camerounais intel, la Camerounaise intel, a gagné ici, est aux premières loges ici. C'est pas à ce moment-là qu'il faut que le président reçoive le récipiendaire au palais pour lui dire « Faites briller le Cameroun ». C'est avant. Prépare-nous un environnement qui permet aux milliards d'intelligences des Camerounais, connus et reconnus dans le monde entier, depuis toujours, permet-leur de s'éclater chez eux, de créer pour eux, de faire briller le nom du Cameroun, de nous faire ramener la fierté. Et regardez le président, par exemple, ce que je lui reproche. Comment vous pouvez traiter la diaspora comme vous le faites? Pas de double nationalité. Tous ceux qui réussissent là-bas, où on leur a permis de se développer sportifs, stars, etc., on leur dit de ne pas avoir la double nationalité. Mais s'ils ne l'avaient pas, ils ne seraient pas aussi brillants, puisque les génies n'ont pas cours chez nous. Comment vous pouvez tuer vos meilleurs éléments? Parce que soi-disant, ils ont la double nationalité. Vous ne refusez pas un enfant parce qu'il a été reconnu ailleurs et qu'on lui a donné des médailles là-bas en disant « tu es très bien ». Et toi, tu dis que parce qu'on lui a dit qu'il est très bien, il n'est plus camerounais. Maître Aliscom, merci beaucoup. Vous ne trouvez pas que c'est suicidaire? Merci beaucoup d'être venu, Maître Aliscom. On aurait eu 4 heures de temps qu'on n'aurait jamais cessé. On n'aurait jamais parcouru toutes les préoccupations sur lesquelles vous avez un mot à dire, parce qu'on sait ô combien vous vous intéressez non seulement à la défense des droits de l'homme, mais à la vie, à la marche de la nation camerounaise. Je vous remercie d'être venu pour cette toute première sortie, édition de Prime Guest. C'est un honneur. C'est un honneur que me fait votre télévision et vous-même de faire de moi la première personne à inaugurer un petit peu cette émission, et je découvre une chaîne de télévision absolument époustouflante et très dynamique, avec un cadre extrêmement accueillant et agréable, et j'encourage tous les promoteurs, tous ceux qui travaillent dans cette télévision d'aller de l'avant, de continuer à faire preuve de tant de professionnalisme, comme je l'ai remarqué tout à l'heure, et de continuer à nous permettre de communiquer entre nous, d'échanger comme on l'a fait tout à l'heure, même à des gens qui défendent les causes perdues comme moi, pour que je puisse m'exprimer et dire pourquoi il faut que tout le monde défende ces causes perdues. Parce que ça peut être votre enfant, ça peut être même vous-même. Merci, merci beaucoup. C'était Maître Aliscom, première femme à embrasser le métier d'avocat au Cameroun. Elle fait partie des figures de proue de la défense des droits humains ou des droits de l'homme, présidente de plusieurs associations de droits de l'homme. Eh bien, elle est là, elle était avec nous. Et nous disons merci à ces nombreux téléspectateurs qui ont pris le rendez-vous. Le rendez-vous est pris pour vendredi prochain, c'est désormais tous les vendredis à partir de 19h. Nous allons nous retrouver pour recevoir notre Prime Guest. Ça se dit The Prime Guest, face à JSK sur My Media Prime, The Eye of Africa. Merci. Au revoir.
for the lion. It's the Lions Dynasty. Leg up, lion don't come again. Mr. DJ give me that to be the game. I don't come to inflict pain, cause without pain there are no gain. Doesn't matter who you are, when the end you go call me big brother. Your mother, your father, your brother, your sister, go call me papa. Baby car vol là-bas, tu viens de ma gueule comme un Yundama. Le Congo, ça ne me tue pas, non. Va demander Manibella. Tu n'as qu'un lost sense, tout ce que tu racontes, c'est du off-sense. Avec mon ami, m'a parle over-sense, mec, ça c'est du nonsense. Anawami da Chawahala Tara, je ne suis pas un Casanova, je vais t'avaler comme un boa dans la forêt moula. Je suis jeune anaconda, Nani Wamoton ne veut pas des nègres. Tu vas finir par crier Banaloba, si je te mets douter, va te renseigner à Bina Moulambo. Boy, you pas play, ça c'est y'a le pédi pas play. Y'a le médi pas play, même ta grand-mère pas play. Bina Mounamboa, Bina Mounamboa, Bina Mounamboa, Mounamboa. Je suis un Mounamboa, je suis un Mounamboa, je suis un Mounamboa, Mounamboa. Mala wabila jaga for my quarter, strong Mounamboa, I'm ready for the bar. Hit out the hard on the struggle, this is like I stumble like a gather, then I'm about to put up a band and I light in the fire. Pendant like a femme, a band in a cara. Tant qu'il passe ton temps à parler des remords, je vais te montrer le climat non pour ça. Babineya, Bayoneya, Africa, Europa. The Lions Dynasty. Yeah! Boy, you paplé, ça c'est y'a le pédi paplé, y'a le médi paplé, même ta grand-mère paplé. Bina Mounamboa, Bina Mounamboa, Bina Mounamboa, Mounamboa, Mounamboa. Je suis un Mounamboa, je suis un Mounamboa, je suis un Mounamboa, Mounamboa, Mounamboa. It up, shut it up, Eric Lion, you talking better cover your mouth. Bring it back and check it out. Beside you turn out the bin, make a sound of your mouth. Like a tornado, don't come in a to reject to the pain of a word of the lion. Mr. Commando, the name I was giving, cause of the rocket when I'm under the lion. I demand making a try me. Your effort so kind of drive me. Don't you ever dare to stop me. I'm the king of the jungle, man at me. When you see me making the do the shadow,